Rachida Dati, ministre de la Culture, est avec nous. Bonjour Madame le ministre. Bonjour Monsieur Pro. Vous connaissez Elisabeth Lévy, Richard Millet, Joseph Massescaron, Gérard Carrero et Thomas Bonnet, puisque je sais que vous nous écoutez certains matins, quand le temps vous le permet. Ce vol qui frappe l'imagination, est-ce que vous pouvez nous donner des informations ce matin sur l'enquête qui a commencé hier ? Alors, l'enquête, la procureure s'est exprimée hier sur un plateau télévisé. Elle a indiqué que c'était ouvert sur une qualification de vol en bande organisée et elle n'exclut aucune hypothèse, y compris sur une hypothèse liée à l'étranger. Et donc, l'enquête est ouverte. Ça, c'est une chose. Moi, je suis venue aussi pour dire, c'est vrai que ça a créé de l'émoi. Moi, j'ai eu le sentiment hier, j'étais sur place, j'étais aux côtés des agents, mais vous rencontrez aussi des Parisiens, ou en tout cas des visiteurs, pas forcément que des Parisiens. Tout le monde a eu un effet, j'allais dire, de sidération avec beaucoup d'émotion. J'ai eu le sentiment, et vous l'avez dit tout à l'heure, qu'on retrouvait un peu l'effet Notre-Dame. Parce qu'on touche à la culture, on touche à notre patrimoine commun, on touche, j'allais dire, à notre cohésion et à nos valeurs de la culture. Et je trouve que la culture, comme pour Notre-Dame, je disais, Notre-Dame, quand on a vu les flammes, les gens ne sont pas dit « je réagis comme catholique » ou « je réagis comme français ». On réagit comme universel. Et j'ai eu le sentiment hier que c'était la même chose lors de ce vol de bijoux. Et donc, c'est une réalité. Mais quand même, parce que là, vous disiez tout à l'heure, on a l'impression que tout s'effondre, le délitement. Moi, je trouve que ce pays tient, et il tient grâce à sa culture, et il est grâce aux valeurs qu'il véhicule. Moi, je vous le dis, je l'ai dit hier, la protection, la sécurisation du patrimoine a toujours été sous-estimée, c'est une réalité. Et d'ailleurs, regardez, quand on parlait de patrimoine, on nous traitait, pour rester poli, de conservateurs, de has-been. C'était pas très en vogue que de dire qu'il fallait s'occuper du patrimoine. Moi, il y a deux choses lorsque j'ai été nommée ministre, et le président de la République, je dois le dire, et je suis très libre, hein. Moi, j'appartenais pas à l'équipe d'avant, donc je suis très libre. Quand il me donne une mission très claire. Il me demande d'amplifier la politique de préservation et de protection du patrimoine. Je vais vous donner 3 chiffres qui sont vraiment faciles à vérifier. C'est le budget de la culture, du ministère de la Culture, a augmenté depuis sa présidence de plus de 20%. C'est inédit. J'ai participé à d'autres gouvernements. Il représente combien aujourd'hui le budget de la culture ? C'est un peu plus de 8 milliards, dont la moitié est consacrée à l'audiovisuel public. Et en pourcentage ? Et donc plus de 20%. C'est plus il a augmenté de plus de 20%, mais en pourcentage global, le budget de la culture, c'est combien ? C'est très peu. Oui. C'est très peu. Pas non, assez. mais c'est pas assez. Mais tout le monde vous dira que c'est jamais assez. Oui. Simplement, quand je suis arrivée, il y avait une baisse préconisée de plus de 200 millions d'euros. Ça n'a pas été le cas. Et je ne me suis pas battue, comme on fait souvent, on défend son budget, on dit on ne veut pas que ça baisse, pour à la limite dire oh là là, comme je vais me faire engueuler par les agents du ministère ou par les acteurs culturels, et donc on a peur que son budget baisse. Non, je l'ai défendu pied à pied en raison des enjeux qu'il portait. Le ministère de la Culture, je vous le dis, et moi c'est vrai, rappelez-vous la controverse que j'ai subie lors de ma nomination, en disant qu'est-ce qu'elle va faire, pour ne pas dire pire, au ministère de la Culture. Je trouve que c'est le ministère le plus régalien de la République. Il y a tout dedans. De la cohésion, de la citoyenneté, les valeurs, la République, tout y est. Alors, et donc, il est important de le défendre. Donc, plus de 20% d'augmentation sur le budget et plus de 25% sur le patrimoine. Près d'1 milliard d'euros. Non, mais c'est important de le dire. J'entends. Et donc, sécurisation et protection. Mais forcément, il y a des questions très précises. Mais je vais des questions toutes simples, par exemple. Non, mais je vais vous les donner, les questions toutes simples. Il faut quand même le dire, parce que le délitement, moi, ceux qui polémiquent aujourd'hui, il fallait s'en occuper avant, hein. Il fallait s'en occuper avant. Parce que ça, on a toujours mis la poussière sous le tapis, à telle ancienne qu'on l'a tellement mis sous le tapis que ça s'écroule. Rappelez-vous quand je demande un plan pour protéger, restaurer, sauver les églises. Les vols dans les églises, c'est de plus en plus important. Je demande un plan de protection des églises. Et qu'est-ce que j'ai demandé ? J'ai demandé, est-ce que sur les 10 millions, 12 millions de visiteurs que nous allons avoir à Notre-Dame, est-ce qu'on ne peut pas prélever 5 € par visiteur ? Pas les fidèles, pas les paroissiens, 5 €. Avec ça, je sécurise et je protège toutes les églises de France en l'espace de 2 ans. J'ai fait le calcul là-dessus. Alors, évidemment, polémique. Mais on a une responsabilité. Est-ce qu'on veut garder les valeurs françaises, notre culture, notre patrimoine, ou est-ce qu'on n'a pas envie ? Et donc aujourd'hui, la protection du patrimoine et la sécurisation, c'est un enjeu important qui coûte beaucoup d'argent parce que nous sommes un pays où évidemment nous avons énormément de patrimoine historique. S'agissant du Louvre, je vais vous dire, c'est 2200 agents. La moitié, c'est que de la sécurité. Que des agents dédiés à la sécurité. Il y en a moins qu'avant ?
J'ai entendu une personne dire qu'il y avait moins de personnel de la sécurité qu'avant. Non, ils vous disent qu'il y en a, qu'on en veut plus. C'est pas qu'il y en a moins, ils en veulent plus. Il n'y en a pas qui ont été supprimés, par exemple, ces dernières années. 35 heures. Non, mais attendez, d'abord, c'est une organisation. Puis je vais vous dire quelque chose de très simple sur le musée du Louvre. Le musée du Louvre, quand il est conçu, il n'est pas conçu pour recevoir 10 millions de visiteurs. Il n'est pas confronté aux nouvelles formes de délinquance, aux intrusions. Là, c'est un vol spectaculaire. Mais les intrusions, les dégradations, la suroccupation, c'est une réalité. Et donc, il y a eu un audit de sécurité 2022-2023, recommandations remises en 2024 et annonce par le président de la République du nouveau projet Louvre Renaissance. Là-dedans, 160 millions d'euros uniquement dédiés à la sécurité. Et là, on a commencé à déployer les mesures, mais nous en avons parlé hier, Monsieur Pro. Qu'est-ce que je vous ai dit? C'est-à-dire que nous avons mis le président de la République, en annonçant le Louvre Renaissance, il y a toute une partie, reprenez son discours, qui concerne la sécurisation du site et des œuvres. Simplement, il faut... ça n'a pas été mis en place encore. Pas du tout. Non, on l'a lancé immédiatement après le résultat des audits. Mais que se passe-t-il? Et vous le savez, il faut mettre en concurrence, il faut les marchés publics. Et donc, le lancement de ces marchés nous contraignent. Ça se déploie avec le temps, ça prend du temps. Donc, c'est pas mis en place, c'est ce que je voulais dire. Si, monsieur. Non, monsieur Pro, je peux pas vous laisser dire ça. Je vous pose la question, depuis que je suis ministre de la Culture, moi, je rends compte de mon action. Nous sommes en train de moderniser les PC de sécurité au niveau du musée du Louvre qui sont obsolètes. C'est une réalité. Création d'un nouveau PC central. Nous sommes en train d'équiper pratiquement toutes les salles de vidéosurveillance en intégrant des nouvelles technologies. On refait à neuf tout le réseau numérique et informatique qui était totalement obsolète. 450 km de câbles. Ça ne se fait pas en 24 heures et ça ne se fait pas avec n'importe qui. Ça prend du temps. Ça coûte de l'argent et donc les efforts. Après, moi je déplore ce qui s'est passé. Je ne vais pas vous dire, on est content, tout va bien. Deux petites questions, j'essaye de traduire les questions que se posent les gens. Bon, d'abord, j'apprends, est-ce que c'est vrai ou pas, que cette vitre n'était pas blindée? Est-ce une réalité que cette vitre-là qui a été... Il faut employer les bons mots. D'abord, ils y sont allés à la disqueuse, à la tronçonneuse. Oui. Vous savez, quand moi, j'ai été magistrat et notamment en charge du grand banditisme et de la criminalité organisée. Ça, c'est comme l'explosif. Hein. Une fois que vous mettez l'explosif, vous pouvez blinder tout ce que vous voulez. Ils y sont allés à la disqueuse. Les vitres étaient sécurisées. L'alarme a été déclenchée. Donc, sur les dispositifs de sécurité, ils ont été... et l'alarme a été entendue. En fait, l'alarme ne se déclenche jamais dans la salle, elle est en PC de sécurité. Justement, pour... qu'est-ce qui se passe d'ailleurs? Je me suis posé une question toute simple. L'alarme est déclenchée, donc il y a des gens qui interviennent, qui peuvent intervenir, des gens de la sécurité, mais ces gens, j'imagine, ne sont pas armés. S'ils ont en face d'eux les voleurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne vont pas tirer dessus. En fait, que font? D'ailleurs, hier, il y avait une responsable du syndicat Sud, qui est du musée du Louvre, avec laquelle je m'entretiens, avec laquelle on échange, et on échange, je dois le dire, de manière assez constructive, je le reconnais. Qu'est-ce qu'ils font donc ces agents quand ils interviennent? Elle le dit très justement, elle dit dans nos missions de sécurité, sans dévoiler le détail de leur formation, ils doivent protéger les vies humaines. Oui. Donc, c'est d'abord donc ils les laisseront partir. Moi, en plus, je me mets à leur place. Et faire sortir les visiteurs. Oui. C'est ce qui s'est passé. Moi, j'ai vu les images. Il y avait des visiteurs qui entraient au moment où ils ont pénétré dans la salle. Si, par exemple, il y avait des officiers de sécurité, officiers d'ailleurs, des personnels de sécurité qui étaient entrés à ce moment-là, ils ne pouvaient pas intervenir sur le vol des bijoux, sans doute. Et eux-mêmes, si les gens sont armés, peut-être. Mais bien sûr, mais moi, on ne leur demande pas de mettre leur vie en péril. On leur demande de faire évacuer je pose les questions. Et de ce point de vue-là, c'est quelque chose qui a été positif hier. Il n'y a pas eu de soucis sur les... Bon. Alors après, la responsabilité. Et c'est là que la question se pose. Il y a un responsable de la sécurité au Louvre. Bon, il dépend de vous directement? Non, il dépend de... Vous savez que les opérateurs sont des établissements publics qui sont... Ils ont une autonomie. Nous nommons les présidents... Là, par exemple, la présidente, elle dépend de vous? C'est nous qui la nommons. Donc, si vous considérez qu'elle a failli, vous pouvez demain la... On peut en tirer les conséquences. Bon, mais je ne veux pas jeter la pierre sur Madame Descartes. Parce que Madame Descartes, quand elle est arrivée, d'ailleurs, c'est aussi grâce à elle que le président de la République s'empare de ce nouveau projet Louvre Renaissance. Vous savez, c'est presque 1 milliard d'euros. On a trouvé des mécènes. Moi, j'ai fait augmenter. Vous savez très bien que j'ai fait une nouvelle politique tarifaire. Les étrangers paieront plus
que les Français ou que les citoyens européens. Et donc, ça nous permet aussi de financer tous ces nouveaux dispositifs. Et donc, dès que les alertes ont été données, dès que les audits de sécurité ont été annoncés avec les recommandations, le président de la République a pris ses responsabilités et nous avons annoncé les mesures qui sont en train de se déployer. Mais comme je le disais, ça prend du temps. Mais on considérera qu'il y a des responsabilités par rapport à ce qui s'est passé. Peut-être responsabilité de la présidente, peut-être de le responsable de la sécurité, que sais-je. L'enquête, il y a une enquête pénale. Parce qu'on ne sait pas aussi ce qui s'est passé, parce que ça semblait bien renseigné aussi. Parce que je vais vous dire, dans la salle, moi j'ai vu la vidéo 3 minutes 57 ou 3 minutes 52, dans la salle. Ils sont allés directement sur les vitrines, ils savaient exactement ce qu'ils voulaient, et chacun sur une vitrine, de manière très efficace. Et ils ne se sont pas attardés, ils sont allés à la disqueuse, ils ont détruit ces vitrines et ils sont repartis. Bon, voilà. D'ailleurs, ce butin, il est inestimable, donc je ne sais pas ce que veut dire le mot inestimable, mais ce qui est certain, c'est qu'on ne peut même pas l'écouler tel qu'il est sur sûr. Un marché. Ça, et c'est pour ça que je citais l'épée de Charles X, elle n'aurait jamais été retrouvée, et sans doute a-t-elle été, alors je ne sais pas si on dit dessertie, les diamants sont dessertis pour être vendus séparément. C'est sans doute, c'est ça qui est terrible d'ailleurs, c'est sans doute ce qui guette ces bijoux de famille. Les enquêteurs, vous avez la police, vous avez tous les enquêteurs, et une équipe importante, c'est la GIRS, comme l'a annoncé hier Madame la procureure, qui est en charge de cette enquête, mais on a retrouvé quand même les motos, il y a une immatriculation. Moi, je voulais aussi rendre hommage aux agents de sécurité qui ont empêché l'incendie du camion, enfin de la nacelle, puisqu'un des malfaiteurs a essayé d'incendier cette nacelle et il l'a mis en fuite. Et donc, ça nous a permis de récupérer aussi des indices sur place. Donc ça, c'est une réalité. Alors, cette couronne, elle a été récupérée. Elle est dans quel état ? Vous avez des informations précises sur cette couronne ? Ils sont en train de regarder. Elle a été évidemment... c'est assez étrange d'ailleurs qu'il l'ait perdue ou qu'il l'ait... Elle a dû tomber. Oui, évidemment, mais elle a été cassée, brisée, vous ne savez pas ? Alors moi, j'en sais pas plus. Ils l'ont prise hier, la police l'a récupérée. Bon, écoutez, je pense qu'on fait le tour dans ces cas-là avec la responsabilité. Ce qui effectivement... Alors, vous avez dit quelque chose aussi qui est très intéressant sur le fonctionnement de l'administration. Je crois que vous avez dit qu'il faut 9 mois pour faire un appel d'offres, c'est ça ? Il faut plusieurs mois, les mises en concurrence, éviter les recours. Oui, mais justement, J'entends tout ça, mais cette fameuse réforme de l'État, et tout le monde est d'accord pour dire qu'il faudrait la faire, pour simplifier les procédures. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose ici dans le privé, on ne fait pas 9 mois. S'il y a un problème de sécurité dans ce bâtiment, demain il est réglé. Vous n'avez pas les sujets de mise en concurrence et les marchés pour éviter... Mais j'entends ça, mais on voit bien que toute cette administration... Notre-Dame, c'est le contexte. Notre-Dame, c'est intéressant, parce que là, il faut rendre hommage à Emmanuel Macron. Il a sorti du ministère de la Culture le dossier, il s'en est occupé lui-même, et c'est un des rares dossiers qui a été parfait. Exactement. Il faut rendre hommage. C'était un des rares dossiers. Bon. Mais on voit bien qu'on est au bout d'un système avec cette administration parce qu'on fait rien ou qu'on fait mal. Attendez, Monsieur Pro, vous avez raison sur ce sujet. On met ces procédures de mise en concurrence et de transparence, c'est pour éviter, vous savez très bien, tout est judiciarisé aujourd'hui, les favoritismes. C'est entendu, mais c'est à chaque fois, c'est 9 mois, 10 mois. Juste après votre émission, nous avons une réunion avec Laurent Nunez pour évoquer ces sujets de sécurité, de la sécurisation de tous ces lieux culturels qui quand même contiennent des joyaux et comme vous disiez... Vous avez parlé des églises et des églises. Et votre initiative sur la Notre-Dame de Paris, à mon avis, est une excellente initiative pour protéger les églises. Mais bien sûr, parce que le vol dans les églises, ça s'est de plus en plus répandu. D'ailleurs, depuis 2019, il y a un plan de sécurisation et de lutte, les mises aux normes et de lutte contre les incendies qui bénéficie à l'ensemble des églises. C'est 12 millions par an. Et d'ailleurs, il y a une cathédrale que vous connaissez bien, Monsieur Pro, qui est à Nantes, que je suis allé procéder à la réouverture et qui a bénéficié justement de dispositifs de sûreté et de sécurité incendie qui s'élève à environ 4 millions d'euros. Non, mais pour terminer sur les musées qui ont été cambriolés. Pour terminer sur la sécurisation, et justement avec Laurent Nunez, nous voulons proposer au président de la République que ces mises en protection et en sécurisation, qu'on puisse bénéficier de la même procédure que pour Notre-Dame, d'une part, et pour les JO.
Parce qu'on a construit des logements pour les JO avec beaucoup plus de rapidité et beaucoup moins de contraintes. Bon, je disais tout à l'heure, dans un pays qui a plus un centime, évidemment, la priorité, c'est sans doute pas de sécuriser les musées. Mais j'ai la liste et on voit bien les organes. Il y a quand même des valeurs. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que moi, j'ai trouvé attendez, Monsieur Pro, parce que j'ai trouvé, alors c'est attaqué, d'autres dispositifs de financement. Oui. Nous avons lancé, bientôt, je vous fais un petit scoop, nous allons annoncer aussi un nouveau musée d'Orsay. Oui. L'Opéra Bastille, il y a un concours qui a été lancé avec d'autres dispositifs de financement, des financements innovants, des mécénats, évidemment d'autres types de recours, ce qu'on appelle évidemment le bâchage publicitaire, ça permet de financer. L'Opéra Garnier est quasiment financé avec ça. Nous avons des licences de marque et donc tout ça permet de préserver et de protéger aussi nos joyaux culturels. Mais ce qui est vrai, c'est peut-être qu'il y a des nouvelles organisations criminelles plus performantes qu'avant, parce que j'ai la liste des cambriolages dans les musées de France. Muséum d'histoire naturelle, 16 septembre 2025. Musée du parfum à Paris, 2022. Musée Cognac-Jet, situé dans le Marais à Paris, frappé récemment. Dans le Nord, le musée de Cambrai avait également connu une effraction audacieuse. Là, on est en 2021. En 2019, c'est le musée de la Résistance à Lyon. Un autre vol marquant en 2017, ça remonte un peu plus loin, sans doute, au musée des Beaux-Arts de Nice, etc. Mais il semble que ces musées soient des cibles par des organisations je vais vous dire, justement, j'ai regardé un peu, par exemple, le musée Cognac-Jet, on a retrouvé 5 objets sur 7. Sur le Muséum d'histoire naturelle, le voleur a été appréhendé en Espagne. C'est une criminalité organisée et donc il faut se donner les moyens. Voilà. Vous n'y allez pas uniquement avec un agent de sécurité. J'entends bien, mais quand il n'y a plus d'argent dans la caisse, peut-être que vous passez effectivement pas en priorité. Non, alors que ça pourrait l'être. Justement, le patrimoine, je vous ai indiqué l'augmentation du budget. Et c'est une priorité, le patrimoine est une priorité du président de la République que j'ai portée et amplifiée depuis que je suis ministre. Et je continuerai à le faire parce que c'est important pour notre cohésion. Je vous dis, c'est une mission régalienne. J'y tiens. Et je pense que, pour le coup, tout le monde sera d'accord avec vous. J'espère. Parce que, vous l'avez dit très justement, il y a un état de sidération entre Notre-Dame, le Louvre, ça frappe même le vol dans les églises. C'est quand même choquant qu'on puisse voler des objets religieux. Là, c'est encore un autre sujet. Voilà. C'est-à-dire qu'il est sous-estimé dans les médias parce que ce sont les églises. Je suis d'accord avec vous. Et on n'en parle pas. Mais il n'est pas sous-estimé au ministère de la Culture, croyez-moi. J'entends bien. Voilà. Mais ce qui se passe dans les églises de France, dans l'espace médiatique, ça n'a pas la place que ça devrait avoir. Parce que ce sont des églises. Je le dis exprès, Monsieur Pro, comme ça, pour vos professeurs éditoriaux. Le président de la République a lancé un fonds justement de sauvetage des églises pour le patrimoine religieux. Voilà, 30 millions d'euros ont été collectés, une souscription populaire. C'est plutôt pas mal. Vous le connaissez un petit peu, le président de la République. Oui, mais des fois, vous êtes un peu trop critique, parfois. Voilà. Un peu injuste. Je suis moins critique que ses anciens premiers ministres, si vous me permettez. Et en plus, je veux vous dire, et Monsieur Pro, je vous entends parfois parler de certains de vos amis. Moi, je pense qu'il y a aussi une valeur qui est républicaine pour moi. La reconnaissance et la loyauté, ça devrait presque être une devise républicaine. Eh ben, je suis d'accord avec vous. Mais manifestement, les anciens premiers ministres, faut leur dire également. Mais quand j'ai vu, et on en parlera tout à l'heure, Alain Juppé, ce qu'il a dit de Bruno Retailleau dans l'émission Quelle époque, je comprends pourquoi la droite française est dans cet état-là en même temps. Vous me dites ça à moi, Monsieur Pro ? Oui, mais on avait dit qu'on parlait que du Louvre. On a dit qu'on parce que vous irez chez Sonia Mabrouk. On a dit on ne parle que du Louvre. Oui, ça c'est vrai. Donc on ne parlera pas d'Emmanuel Macron, on ne parlera pas des LR. Non, mais pourquoi, monsieur, et vous irez chez Sonia Mabrouk. Volontiers, vous savez. Demain. Parce que pourquoi je ne voulais pas qu'on parle d'autres sujets, parce que les Français ont besoin aussi d'être informés et que ce ne soit pas en méli-mélo. Parce que là, comme il y a eu un effet de sidération, beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité, donc on dit tout et n'importe quoi. Bon. Et sur ce sujet-là, moi, il me tient à cœur. Je le porte depuis pratiquement 2 ans maintenant et je continuerai. Patrimoine religieux, patrimoine historique, nos joyaux culturels, je vous le dis, c'est une mission régalienne que j'ai à cœur. Et c'est pour ça que si vous pouviez m'aider à convaincre l'archevêque, Monseigneur Ulrich, je lance un appel pour qu'il accepte. Mais bien évidemment. Alors, j'ai vu que Richard Millet, qui est invité régulièrement sur nos plateaux, qui est un des plus grands romanciers, écrivains de son époque, et qui a parfois été écarté, là aussi, du système médiatique. Je ne doute pas que vous lui donnerez bientôt la Légion d'honneur. Mais, cher Richard Millet, vous vouliez poser une question ? Non, j'ai cru que vous... Oui, non, je voulais parler du musée Jacques Chirac, en Corrèze, qui a été cambriolé
à 2 reprises, à 48 heures d'intervalle, et un musée à Limoges aussi, très important. Oui, exactement. Mais je voulais dire qu'il me semble que tout ceci s'inscrit, parce que nous sommes sensibles à la dimension symbolique du Louvre et des musées et des églises, mais que tout ceci s'inscrit dans un cadre de pillage de la France, et notamment des fibres. La fibre optique, parce qu'elle contient du cuivre, et régulièrement, les caténaires, enfin toutes les choses de la SNCF et des fibres optiques sont pillées. Voilà, ça s'inscrit aussi là-dedans. Alors, privant des régions entières de télévision et de... Alors, ce que vous dites, ça me permet de rebondir sur le premier plan que j'ai mis en œuvre. Parce que comme je suis plus l'objet de polémiques que sur le fond. Et même quand j'étais garde des Sceaux, personne ne me donne crédit des réformes que j'ai pu porter. Mais bon, ça c'est encore une autre question. Quand je suis arrivée au ministère de la Culture, certains auraient voulu que je sois plutôt sur certains sujets, pour ne pas dire certains territoires. J'ai lancé un plan culture et ruralité, parce que la ruralité et la culture, ça va avec. Par exemple, les arts et traditions populaires, qu'on qualifie souvent de tradition ou de danse folklorique, je l'ai rendu éligible au ministère de la Culture. Je veux que ce soit reconnu comme de la culture française. Le plan fanfare, ça n'a jamais connu, c'est un niveau inédit de succès. Tous les villages de France ont une fanfare. Et donc, ça, j'y ai mis évidemment, j'ai déployé aussi beaucoup de moyens. Mais aussi, dans ce plan culture et ruralité, j'ai dédié un budget à la sécurité, à la sécurisation des petits patrimoines historiques, des petites églises. Souvent, dans des villages, vous n'avez comme lieu culturel qu'une église. Elle sert de lieu de concert, d'exposition, d'échange, de kermesse. Et donc, c'est important aussi de pouvoir les protéger. Et dans ce plan culture et ruralité, j'y ai consacré aussi un budget. Sur l'histoire des fibres, il n'y a pas très longtemps, vous êtes du 7e arrondissement, Monsieur Pro, la moitié de l'arrondissement du 7e arrondissement a été privé et privé de téléphone, d'ordinateur, parce qu'il y a eu un vol de fibres dans une armoire. Évidemment, ça a été rétabli, puisque j'ai mis un petit coup de pression très rapidement. Mais c'est une réalité française aussi. Je vais vous remercier. Vraiment, j'avais une tonne de questions à vous poser. Moi, j'avais une tonne de réponses à vous donner. Louvre. Vous avez parlé du 7e arrondissement. Je crois que vous serez candidate à la mairie de Paris. Non, mais ça me permet, pardon, si j'ai bien lu les gazettes. Non, de faire un petit sujet qui est important. Hier, quand ils arrivent sur la nacelle, par la fenêtre, parce que c'est bien de sécuriser les musées, mais les abords. Oui. Les abords, l'espace public appartient à la mairie de Paris, par exemple. Et sans être polémique, il faut accepter d'avoir de la vidéoprotection sur l'espace public. Parce qu'il y en avait notamment pas. Aux abords. Il n'y en avait pas. Il y en a une qui est une caméra de la préfecture de police, mais moi je trouve que sur les sites sensibles, il faut que la mairie accepte l'implantation de caméras de vidéoprotection. Voilà. Évidemment, donc j'avais une tonne de questions à vous poser sur la mairie de Paris, sur ce que fera d'ailleurs Gabriel Attal et Renaissance, sur ce que... encore une fois, c'est des gens qui n'ont plus de boussole, hein, pour certains. Hein. Oui, mais vous ne vouliez pas en parler. Moi, je veux bien que vous en parlez. Non, mais à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Enfin, moi, je vais vous dire, je suis déterminée. Il n'y a rien qui va m'entraver. Alors, la gauche s'attaque à ma vie personnelle, à ma personne, à l'affaire Renault, oui. Et alors, moi, j'ai travaillé. Ça démontre quoi? Que je travaille. Moi, je ne vis pas de la politique, je ne vis pas des notes de frais, comme ça a pu être démontré. Voilà. Je ne vis pas sur l'argent des Parisiens, je travaille à côté. Je travaille à plein temps depuis l'âge de 16 ans, non-stop. Je suis très fière de ça. Il n'y en a pas beaucoup dans ce milieu qui pourrait en dire autant. Ah, il y en a très peu, même il n'y en a pas qui travaillent dans le privé. Ben voilà. Mais dans le privé ou ailleurs. Oui. J'ai travaillé partout. Voilà. J'ai fait tous les métiers. Donc j'ai eu 1000 vies. J'en suis fière. Et c'est pour ça que certains essayent toujours. De toute façon, ils ne vont pas me lâcher jusqu'à l'élection. Hein, je vous le dis. Je préfère prévenir. Donc voilà, ça va être non-stop. Bon, donc mais je leur dis, ils vont se décourager avant moi. Bon, on aurait pu parler de tout ça. Mais non, pas du tout, au contraire. Mais en revanche, parce que j'ai vu Sonia Mabrouk, et elle m'a dit, vous venez chez Sonia. Pas de problème. Pour parler de tous ces sujets-là. Et reconnaissez les mérites du président de la République de temps en temps, monsieur Pro. Mais je veux bien. Mais je l'ai dit, voilà. Je l'ai dit sur Notre-Dame. Vous pouvez le dire sur les musées, sur le patrimoine. Je vous ai donné les chiffres. Je suis d'accord avec vous, mais c'est vrai que nous traversons une période quand même compliquée dans beaucoup de sujets. Bien sûr. Sur beaucoup de sujets. Est-il aidé? Les mêmes qui ont été gavés, et maintenant le piétine. Est-ce que c'est normal? Mais ça, c'est tentant. Voilà. Je veux dire, si vous voulez de la fidélité, prenez un chien. Bien évidemment, parce que les gens trahissent. Oui. Mais le premier reproche que je peux faire à Emmanuel Macron, j'en ai qu'un finalement, c'est de ne pas avoir réformé l'État. C'est-à-dire de ne pas avoir pris à bras le corps... Sur le marché du travail, il n'a pas réformé?
Sur les administrations, il n'a pas réformé. Sur certaines agences, il n'a pas réformé. Non, monsieur Pro. Écoutez, il y a 13 agences. Il y a 13 agences qui ne servent. Les agences indépendantes, elles servent à rien. Non, alors non, pas non. Rien. Les agences. Attendez, attention. Les agences administratives, nous sommes d'accord. Les autorités administratives indépendantes. Mais il y en a 13. Non, mais il y en a mais elles servent à rien. Écoutez, vous êtes ministre. Par exemple, le réforme de l'audiovisuel, c'est intéressant. C'est au ministère de la Culture de s'en occuper. Il n'y a pas besoin d'une agence, d'une autorité administrative indépendante. Laquelle, l'Arcom ? Oui. Non mais attendez, c'est au ministre, me semble-t-il. Là, je déborde un peu et je ne devrais pas le dire. L'Arcom a besoin d'être réformé, je suis d'accord avec vous. Ah oui. Voilà, moi je suis d'accord avec vous. Certes. Voilà. Et là d'ailleurs, il y a eu des sujets. L'audiovisuel public, je porte une réforme, vous le savez. Et en plus, si vous voulez, moi je suis tellement attachée à l'audiovisuel public, j'en suis le pur produit. Le pur produit. Et moi je vous le dis, j'écoute France Inter. Puisqu'il y a des émissions qui sont vraiment éducatives, pédagogiques, qui parlent à tout le monde. Sauf qu'aujourd'hui, l'audience, évidemment, c'est restreint. Et moi, c'est ce que je leur ai dit sur le plateau, sur les plateaux. Je ne veux pas que l'audiovisuel public devienne un club. Voilà. Bon, en tout cas, toutes ces questions, Sonia Mabrouk ou Laurence Ferrari pourront vous les poser. Ou tous les deux, d'ailleurs. Oui. Ah ben, revenez. Voilà, bah oui. Bon, merci beaucoup. Mais là, je range mon frein. Parce que j'adore la politique et le combat. En tout cas, je vois que vous êtes en forme. Et que vous avez de l'énergie. Je suis née comme ça. Hein. Et que vous avez de l'énergie. Bah ouais. Et c'est la vie. Et ça, et que vous êtes une combattante. Et c'est la République qui m'a permis ça. Je vous le dis. C'est pour ça que j'aime ce pays. Bon, et j'aurais aimé vous interroger également sur ce qui va se passer demain, comme vous le savez. Et ce pays, il tient quand même malgré tout. Il tient. Et donc s'il tient, c'est aussi grâce aux Français. Voilà. J'entends. Mais puisse-t-il tenir encore longtemps ? Mais il tient. Moi, c'est pas de l'optimisme béat. Vu d'où je viens et vu ma vie, il y a eu des moments où j'aurais pu désespérer. Franchement, j'ai lu un livre qui a été écrit par Monseigneur Chauvet sur l'espérance. Oui. C'est tout à fait ça. La France, c'est ça. Je suis d'accord. Et évidemment, j'aurais aimé vous interroger également sur ce qui va se passer demain et l'incarcération de Nicolas Sarkozy. Vous connaissez mon lien avec lui. Je sais. Et c'est plus que mon ami, c'est ma famille. Voilà. Et vous le savez. Merci. Merci, Rachida Dati. Je vais voir Monsieur Nunez. Allez voir Monsieur Nunez, merci. Il est 9h29. On va marquer une pause. Et puis vous allez pouvoir réagir. On va écouter d'ailleurs d'autres... Mais bien je ne sais pas ce qui s'est passé à l'antenne. Madame Dati, partant, a dit « et réagissez bien ». Écoutez, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des hommes politiques qui sont authentiques et sincères. Et qui font le job. Et que, voilà, pardonnez-moi, mais l'expression... Qui sont bagarreuses. Ce qu'elle dit sur Emmanuel Macron est intéressant. Est-ce qu'on est trop critique ou pas ? La question peut se poser. C'est possible d'ailleurs qu'on le soit. C'est possible. Je pense que le bilan, convenez-en, n'est pas bon. Les Français qui le sont critiqués. Mais bien sûr. Les Français sont un peu... Quelques élections perdues. Les Français sont un peu haineux aussi. En tout cas, il est 9h30. Je crois qu'on est très en retard. Et